Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Merci de cet accueil. Il faut apprendre à apprendre, disait un des grands invités de la Cité. C'est une thématique qui revient évidemment régulièrement aux Cités de la Réussite. Merci de votre présence. Merci aux orateurs, oratrices qui vont intervenir dans quelques instants que je vais vous présenter. Il y a les étudiants, panélistes aussi, qui ont préparé ce débat et qui interviendront, à qui je proposerai donc, ils l'ont compris, par rafale. Je prendrai 3 questions. Et puis la salle aussi, j'espère qu'on aura le temps et vous donner le temps de poser des questions. Si vous voulez bien être concis, assez direct. Et puis je prendrai 3 questions, par exemple, d'emblée pour que nos orateurs puissent y répondre. Alors,
je vous présente nos 4 invités, puisque Mathias Vichra n'a pas pu se joindre à nous cet après-midi. 4 personnages qui sont à la fois des experts en entreprise, mais aussi des experts, on va le voir, de la pratique de l'éducation, de la formation, et qui, pour nos 2 oratrices, sont des expertes aussi justement en entreprise, du lien, font le pont, vous me l'avez dit Valérie Ferré, avec l'entreprise. Vous allez compléter peut-être, si vous voulez bien, le peu de bio que je vais citer de vous par votre activité. Ce sera le premier tour de table, si vous permettez, tous les 4. Et je voudrais commencer par vous, donc Valérie Ferré par exemple, Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est un bébé issu de Dassault Aviation à un moment donné qui invente des logiciels, je vais m'arrêter de dire des bêtises, mais enfin c'est ça, et c'est pas que ça. Et aujourd'hui, Dassault Systèmes, Dassault Aviation par exemple, est client de Dassault Systèmes, c'est-à-dire utilise ces solutions, ces algorithmes, ces logiciels que vous fabriquez, et pas que. Alors qu'est-ce que c'est, et vous, et la question de l'éducation qui fait que vous êtes ici avec nous cet après-midi avec bonheur? Bonjour, oui, merci. Alors effectivement, l'introduction est pas mal, mais je vais la compléter un petit peu. Dassault Systèmes, c'est effectivement une start-up fondée en 1981, à l'époque où il n'était pas la mode des start-up. C'est aujourd'hui le premier acteur du numérique en France, du logiciel en France, et leader mondial sur les solutions de conception 3D. Les univers 3D dont on commence à entendre parler effectivement de plus en plus, mais qui finalement sont là depuis déjà 40 ans, qui permettent, vous l'avez dit, de faire des avions, mais qui permettent aujourd'hui de faire le modèle d'un corps humain, par exemple, qui permettent de faire une bouteille de shampoing, qui permettent de faire des molécules et des vaccins. Et qui permettent aussi d'apprendre un pilote, un ingénieur, un responsable, un ingénieur de production, ce sont eux qui vont utiliser aussi ces logiciels pour apprendre. Oui, alors le programme d'éducation, c'est quoi aujourd'hui? Donc c'est 7 millions d'étudiants dans le monde qui utilisent les solutions de Dassault Systèmes pour commencer à se former et apprendre à se poser les bonnes questions pour pouvoir innover dans absolument tous les domaines. Et donc effectivement, on est là pour se poser des questions. Les questions, c'est la base de l'innovation, et l'innovation, c'est notre métier. Alors, merci. Stéphanie Latombe, vous êtes, vous, associée chez Mazars, donc la finance, vous accompagnez les entreprises, vous les conseillez dans leur démarche financière, et le lien avec l'éducation et la formation, alors? Merci Thierry. Donc effectivement, Stéphanie Latombe, je suis associée chez Mazars. Aujourd'hui, mon métier, c'est les marchés financiers. Donc j'accompagne beaucoup de nos clients dans leurs opérations de marché et pour certaines dans leurs introductions en bourse. Donc on imagine que c'est un long chemin d'éducation sur ces métiers-là. Pour rappeler rapidement, donc Mazars, c'est un groupe d'audit et de conseil. Moi, j'y suis entrée en 1998, au siècle dernier. Le groupe a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est 40 000 collaborateurs dans le monde et 4 000 en France. Et parmi nos diligences et nos travaux en fait, au quotidien, on a évidemment l'accompagnement de ces jeunes collaborateurs. On recrute des centaines de nouveaux collaborateurs chaque année. Donc on a un vrai travail d'éducation au sein aussi de notre propre entreprise. Donc c'est quand même multidimensionnel parce que vous visez nos clients, mais il y a aussi bien sûr les équipes avec lesquelles on travaille. Et ça veut dire toute une série de process à la fois humains et évidemment d'apprentissage qui doivent être assez pointus parce que vous faites de l'audit, c'est d'abord la mission de Mazars, mais aussi de la finance. Absolument. Donc c'est des très grandes connaissances techniques, c'est clair, mais ce qui est important, c'est de se dépouiller de ça aussi. C'est de se dire qu'on n'est pas juste sur des boîtes à outils, on a les personnalités derrière, on a les contributions de chacun qui sont extrêmement importantes et surtout le fait de ne pas contrarier certaines trajectoires. Donc on travaille beaucoup sur ces thématiques-là. Et alors vous, au départ, vous êtes école de commerce, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà, on aura 4 types de profils différents puisque vous-même, Valérie Ferré, vous êtes juriste, vous, de formation. Je suis un profil tout à fait atypique chez Dassault Systèmes qui a effectivement 75% d'ingénieurs mais qui recrute de nombreux autres profils parce qu'effectivement, c'est tout le monde qui participe à l'innovation, pas que les ingénieurs. Et on a un agrégé de lettres à qui je passerai la parole tout à l'heure, de la classique, ancienne, ce qui est rare, et puis un X-pont, un polytechnicien, François Tadei, si vous voulez bien prendre le micro. Alors vous êtes... J'ai eu du mal à m'y retrouver en réalité. Vous êtes un expert aujourd'hui des nouvelles formes d'apprentissage. Est-ce que là, la définition vous semble cohérente? On correspond à la réalité? J'aime bien questionner, donc je pense que je vais questionner beaucoup de choses aujourd'hui, et puis dans ma vie en général. En particulier le mot de cité et le mot de réussite, par exemple. Qu'est-ce que la cité?
La cité, historiquement, elle se bâtit par ses murs, et ceux qui sont citoyens sont ceux qui peuvent défendre la cité, donc ceux qui peuvent prendre les armes. Et donc c'est pas vous, mesdames, c'est pas les enfants, c'est pas les migrants, c'est pas les esclaves, c'est pas les pauvres. Cité, je pense qu'on peut le questionner, de même qu'on peut questionner aussi réussite. Est-ce que la réussite, on le voit d'ailleurs, toujours plus de jeunes sont en train de questionner la réussite scolaire auquel ils ont contribué, et ils questionnent le système économique qui croit réussir pendant qu'il dégrade la planète. Donc est-ce qu'on réussit à foutre en l'air les quelques ressources qui restent sur cette planète, ou est-ce qu'on réussit à se transformer? Je pense que c'est le genre de questionnement que j'aime bien. Donc moi je suis mon titre c'est Chief Exploration Officer, donc j'aime bien explorer. Et un chercheur, c'est un explorateur, donc tous les chercheurs explorent. Moi, j'ai tendance à explorer de nouvelles manières d'explorer de nouveaux questionnements, et d'inviter tous ceux qui le souhaitent à se questionner, et au passage à apprendre à résoudre les défis d'aujourd'hui et à trouver des réponses aux questions qu'ils se posent. Vous l'avez fait à l'INSERM, vous le faites où aujourd'hui? L'UNESCO toujours Donc j'ai une chaire de l'UNESCO, mais on travaille avec eux depuis une organisation qui s'appelle le Learning Planet Institute, qui est un lieu où on cherche à réinventer les manières d'apprendre pour passer d'une logique de compétition sur les savoirs d'hier à une logique de coopération sur les défis d'aujourd'hui, où on est invité à essayer de relever ensemble ces défis communs en créant des collectifs apprenants à toutes les échelles, de l'échelle de 1 ou 2 personnes jusqu'à des échelles planétaires, en passant par les échelles de collectifs auto-organisés qui sont aujourd'hui augmentés par le numérique. Et donc comment est-ce que quand les machines apprennent, les humains peuvent apprendre autre chose que ce que les machines savent faire? Typiquement, moi j'ai été sélectionné sur ma capacité à mémoriser et calculer. Toutes les machines mémorisent et calculent mieux que moi aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir faire à l'heure où les machines savent faire toujours plus de choses? Est-ce qu'on ne doit pas être capable, par exemple, de développer les compétences proprement humaines que sont l'empathie, la coopération, la créativité, la capacité à se questionner et à relever ces défis à la fois personnels, locaux et globaux qui sont complètement entremêlés aujourd'hui? Fabrice Bardèche, vous êtes donc, je le disais au départ, agrégé de lettres classiques, vous avez été journaliste, puis enseignant, et aujourd'hui vous êtes le vice-président, le numéro 2 de Ionis Education Group, parce que j'ai vu que c'était écrit en anglais, donc je vais le dire comme ça, enfin groupe d'éducation, vous me dites c'est le premier groupe privé d'éducation en France. C'est combien d'écoles, c'est quel type d'école, c'est combien d'étudiants? Alors, c'est entre 20 et 25 entités, disons 20 écoles en tout cas, et 25 entités d'éducation dans le groupe Ionis. Un peu plus de 30 000 étudiants aujourd'hui, et puis une implantation qui est d'abord en France avec 15 localisations, en Europe avec 4 places où on est modestement représenté, mais où on existe, c'est Barcelone, Berlin, Genève, Bruxelles et un peu plus loin New York. Voilà, c'est donc un groupe dans lequel il y a à la fois des écoles d'ingénieurs, puisqu'on a 4 écoles d'ingénieurs, des écoles technologiques également, et puis des écoles de business, de communication, de comptabilité et de création. Alors, si vous permettez, une question commune à tous les 4 pour ouvrir ce débat, puisque notre sujet, c'est au fond comment apprendre à se poser les bonnes questions et comment prendre le temps aussi, dans une contrainte considérable aujourd'hui de temps, d'accélération, y compris pour les apprentissages. On sait bien que pas uniquement en France, les entreprises veulent des gens déjà formés et ayant déjà de l'expérience avant même d'avoir fini quasiment leur cursus. Bon, je pousse le trait, je caricature peut-être un peu, mais ceux qui sont dans le cursus aujourd'hui et étudiants le savent mieux que quiconque. Alors, l'orientation donnée à l'éducation aujourd'hui, ça passe par quoi pour vous? Ou plutôt, je vais affiner la question, quels sont, puisqu'on dit qu'il paraît que la formation générale, que l'école en général, est soumise à des paradigmes très différents d'autrefois, des facteurs que ce qui fait les nécessités de l'apprentissage a changé. Quels sont les facteurs qui, à vos yeux aujourd'hui, sont déterminants, et qu'est-ce qui doit déterminer la bonne façon d'apprendre, d'enseigner aujourd'hui? Alors, qui veut commencer? Peut-être, est-ce que c'est pas forcément l'enseignant stricto sensu, ça peut être peut-être ceux qui viennent de l'entreprise. Stéphanie Latombe, vous vouliez intervenir? Oui, peut-être un témoignage sur ce sujet-là, parce que moi j'ai un parcours un petit peu particulier, entre guillemets, hein, je me permets. Je suis rentrée chez Mazars, j'avais 22 ans et 1 mois.
Donc c'était encore une époque où on pouvait faire des études relativement courtes. Et j'ai eu cet écueil possible qui était d'être embarquée en fait trop tôt, en n'ayant pas assez de recul par rapport à ce qui commençait à m'arriver dans le monde professionnel. Et finalement, l'histoire et l'idée à en retenir pour moi, c'est de maintenir et d'avoir cette vigilance-là, même quand on entre dans le monde professionnel, cette vigilance du questionnement permanent. C'est-à-dire que très vite, très tôt, il y a des injonctions. Très vite, très tôt, il y a des méthodes de travail qui nous sont montrées, données. L'idée, c'est toujours de garder l'esprit ouvert en se disant ce qu'on me dit de faire là, et ce qu'on me demande de faire là, est-ce que c'est juste, est-ce qu'on pourrait le faire autrement, et est-ce que d'ailleurs j'ai le droit de questionner ça. Et en étant très jeune, c'est pas forcément évident à faire, donc c'est vrai que c'est en grandissant et en devenant plus mature dans la même société pour ce qui me concerne, j'ai gardé ce point de vigilance-là dans mon rapport aux plus jeunes, à ceux qui nous rejoignaient, en me disant que chacun était là avec son propre parcours, chacun était là aussi avec ses propres attentes, et on sait aujourd'hui que les attentes des collaborateurs sont pas si faciles que ça à satisfaire. Donc garder ce point de vigilance-là et cette ouverture à ces nouvelles générations. Bon, mais je vais affiner les questions. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, qui doit être pris en compte dans l'éducation, dans la formation, pour arriver à répondre aux nouvelles exigences du moment dans l'entreprise, dans la société? Quels sont les facteurs déterminants? Votre vision à vous? Aujourd'hui, il y a une obligation. Enfin, moi, si je prends aujourd'hui mon métier, en fait, mon quotidien, je suis une prestation de conseil, donc je dois en fait comprendre et m'approprier le questionnement des autres. Et ça, c'est vraiment la première étape. Il y a un biais en fait à travers ça. C'est-à-dire moi, comment je vais traiter le questionnement de l'autre. Ça vaut pour mes collaborateurs, ça vaut pour mon client. Si j'introduis du biais, je vais restituer quelque chose et je vais donner en fait les outils pour décider qui seront empreint d'un biais. Et voilà, je pense que ça, c'est le point de vigilance extrêmement important aujourd'hui, qui peut venir d'ailleurs de l'éducation elle-même, mais qui peut venir aussi de ses premiers pas en entreprise ou des interlocuteurs qu'on peut avoir au quotidien dans son monde professionnel. Oui, donc la posture de celle ou de celui qui va essayer de bien comprendre comment fonctionne son interlocuteur. Valérie Ferré, même question. Comment vous répondez à cette question? Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les facteurs déterminants aujourd'hui pour éduquer? Alors, je pense qu'il y a deux grands facteurs déterminants de notre société en général, et pas exclusivement de l'éducation, qui sont la transformation numérique et le développement durable. Et ces deux grandes tendances changent profondément absolument tout dans nos usages d'apprentissage, dans nos usages de production, dans nos usages de vivre ensemble. Qu'est-ce que ça change pour l'éducation, par exemple? Effectivement, pour l'éducation, la transformation numérique, ça veut dire... Vous l'avez dit, l'enjeu d'accès au savoir, c'est plus l'accès au savoir, c'est la réflexion sur les savoirs. Finalement, le savoir est disponible. Vous avez accès à tous les savoirs possibles et inimaginables, vrais ou faux d'ailleurs. Et donc, ça change notre perception de qu'est-ce qu'il faut apprendre. Il ne faut pas apprendre le savoir. Le savoir, il est disponible. Il faut apprendre à le comprendre, à le critiquer, à l'utiliser dans le cadre, par exemple, de projets. Donc ça, c'est ce que le numérique a profondément changé. Le développement durable, on est là aujourd'hui pour parler du temps. Ce que ça change profondément, c'est qu'aujourd'hui, on a un horizon de temps qui nous semble limité. Je pense que tous les jeunes qui sont ici connaissent cette date de 2050 comme une date butoir. Ce fameux 2050 qui nous est martelé comme une date, effectivement, où si nous ne prenons pas action maintenant, on dit que c'est la dizaine, c'est les États-Unis qui appellent ça la decade to deliver, c'est 10 ans pour délivrer de l'innovation. Donc ça va d'ailleurs sur l'apprentissage avec de l'angoisse, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est quand même on a une capacité à pouvoir innover, et là ça vient du numérique, qui n'a jamais été disponible jusqu'à présent. Avant, Dassault Systèmes, nos clients, vous l'avez mentionné, ça pouvait être Dassault Aviation, ça pouvait être Boeing, ça peut être des grands acteurs industriels qui pouvaient avoir accès aux solutions. Aujourd'hui, une personne, un individu qui a une connexion Internet, un iPad, peut avoir accès à ces mêmes technologies, capacités d'innovation. Donc, plus que jamais, l'innovation, elle est accessible. Maintenant, ce que ça change également, c'est la capacité à innover ensemble. Elle est accessible, mais il faut que nous arrêtions et d'apprendre et d'innover par silo. Les ingénieurs d'un côté, les financiers de l'autre, les marketeurs de l'autre, les vendeurs de l'autre. Il faut que nous apprenions à innover tous ensemble. Et donc, il faut que nous apprenions à apprendre
tous ensemble, à travers des projets qui mêlent l'ensemble de ces disciplines, parce que nous avons eu tout un champ d'hyperdisciplinarisation, d'hyperdiscipline, et on en est tous, moi j'en suis issu. Donnez-nous un exemple qui correspondrait à cette idée d'un projet collectif dans lequel les silos explosent et où on a une transversalité dans les savoirs et dans les méthodes. Par exemple, le secteur de l'automobile. Le secteur de l'automobile, jusqu'à présent, il s'agissait de faire des voitures. Et aujourd'hui, la façon effectivement dont on conçoit des voitures, encore dans les bureaux d'ingénierie chez tous nos grands constructeurs automobiles, finalement, c'est voilà, quelles sont les propriétés mécaniques de cette voiture, quelles sont les propriétés pour faire en sorte que cette voiture roule. Aujourd'hui, chez Renault, ils ont un plan qui s'appelle Renaulution pour la révolution. L'enjeu de Renault aujourd'hui, ce n'est plus de faire des voitures, c'est de faire des expériences de mobilité durable. Et donc, effectivement, ça va être comment est-ce que je définis, on parle de questions, la question que je pose, c'est pas comment je fais une voiture, c'est comment je fais une expérience de mobilité durable. Qui peut contribuer à répondre à cette question ? Pas exclusivement les ingénieurs, mais également les gens de la ville. Comment est-ce que j'organise mon expérience de mobilité en ville ? Les personnes qui sont des experts environnementaux pour savoir si finalement la voiture électrique, c'est une si bonne idée que ça quand elle a un poids plus lourd et qu'elle fait des petites particules du fait du frottement des pneus. C'est tous les acteurs qu'il faut mettre autour du processus d'innovation. Fabrice Bardèche, alors vous vous formez tous les jours, c'est votre métier, c'est votre business, c'est pas péjoratif. Qu'est-ce que vous entrez comme nouveaux éléments, nouveaux paradigmes, comme nouveaux facteurs d'évolution des méthodes et des apprentissages? Parce que quand même, je voudrais le souligner, on vient d'entendre, on a tous les savoirs disponibles, ça ne sert à rien d'apprendre. Vous m'avez dit exactement, il ne faut pas apprendre, il faut... J'ai dit, il ne faut pas aller chercher à apprendre par cœur des savoirs qui sont disponibles. Il faut apprendre à utiliser les savoirs, à continuer à produire des savoirs, d'ailleurs, avec nos chercheurs, parce que le savoir, il n'est pas limité, il n'est pas fini. Mais effectivement... Mais vous ne dites pas, il faut plus apprendre. Je dis, il faut savoir utiliser les savoirs disponibles pour pouvoir... Alors, qu'est-ce que l'enseignant-chef, si j'ose dire, ici, nous dit de la chose? Alors, je dirais que ce qui a fondamentalement changé, c'est la place de l'étudiant dans le couple enseignant-formation. L'étudiant est plus que jamais au centre de la formation. Il devient un acteur fondamental de la formation. Il a autour de lui un certain nombre de ressources et l'enseignant, le coach ou tout ce qu'on veut est autour de lui comme un des facteurs de cet apprentissage. Il a des outils pour le savoir, mais certes, le savoir est disponible, encore faut-il qu'il apprenne à questionner le savoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire questionner le savoir? C'est-à-dire, lorsque vous avez un certain nombre de sciences, de disciplines qui sont disponibles, il faut encore s'y retrouver. Déjà, il faut déterminer quelle est la pertinence des différents contenus qui sont disponibles. Ensuite, il faut apprendre à les comprendre, il faut apprendre à s'en servir. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils sont disponibles qu'ils sont disponibles pour le questionnement et pour le savoir. Et justement, la place de l'étudiant ayant changé et l'étudiant étant au cœur de sa formation, il s'organise, ou plutôt il est organisé par les formateurs en groupe de travail, autour de projets et sur une démarche concrète d'apprentissage. Et je pense que le questionnement est à la base de tout ce qu'on a fait dans l'humanité. L'humanité s'est bâtie à coups de questions, à coups de questionnement. Les premiers hommes ont avancé parce qu'ils se sont posé des questions, parce qu'ils ont eu à résoudre des problèmes. Et la recherche est l'attitude fondamentale de l'homme, c'est la recherche qui fonde la pensée. Ou la pensée qui fonde la recherche, si vous voulez, mais il y a un couple interactif, recherche-pensée, qui est indissociable. Mais de quoi parle-t-on? À quel moment du cursus de l'apprentissage cette méthode ou cette façon d'évoluer s'adresse-t-elle? Est-ce que c'est dès la petite enfance? Je veux dire, est-ce qu'on questionne Socrate quand il faut apprendre ce qu'a écrit, ou ce qu'a dit Socrate, pardon, et ce que son successeur a écrit à travers de ce qu'il disait? Est-ce qu'on questionne les règles de base de médecine? Est-ce qu'on questionne les règles de base d'ingénierie, enfin de mathématiques? Non. Oui et non. Alors, à quel moment ça s'adapte? Heureusement, il y a toujours quand même des hommes et des femmes qui, à un moment donné, questionnent les sciences. Sans ça, les sciences seraient stérilisées et ne progresseraient plus. Donc, en effet, même les axiomes les plus certains finissent par être questionnés. Si je prends par exemple la géométrie euclidienne, elle a été à un moment donné questionnée pour donner la géométrie non euclidienne. Donc, mais il fallait la connaître avant quand même. Il n'y a pas de règle d'airain
Bien sûr, mais alors là, personne ne dit qu'il ne faut pas apprendre, mais l'apprentissage n'est pas c'est pas une conserve, c'est pas quelque chose qui forme un tout et qu'on consomme. C'est une démarche, et c'est une démarche qui fonctionne dans la progressivité, le questionnement, et le questionnement justement parce qu'il déstabilise d'une certaine manière, permet de marcher. D'accord, donc c'est dès le premier apprentissage en fait qu'on doit en parallèle avoir... Et d'ailleurs les méthodes actives d'éducation maintenant apprennent aux tout jeunes à se questionner, à bâtir, à construire, et on n'est plus dans une relation, même à l'école primaire, maître-élève, comme elle était avant. Ce temps-là est en train de se... quand même... Alors comment on fait pour que ce soit donné à tout le monde de questionner comme vous nous avez dit dès le début, je n'aime que ça, c'est ça, ma vie c'est de questionner. François Talley. En fait, j'ai commencé à questionner le système éducatif quand mon fils est arrivé à l'école et que sa maîtresse me dit « Il est charmant cet enfant, mais il pose des questions. » Ça les lasse vite, ouais. Ouais, mais je pense que dans une démocratie, si on n'apprend pas à questionner, indépendamment même du métier de journaliste, de scientifique ou de citoyen par la suite, c'est juste dramatique. Et les dictatures sont évidemment contre le questionnement. Socrate aimait le questionnement, mais ça a mal terminé parce qu'à l'époque, on considérait qu'il dévoyait la jeunesse. Donc Maria Montessori a essayé de questionner, mais Mussolini a plutôt eu tendance à avoir un autre point de vue sur l'école. Donc je pense que le questionnement, il faut comprendre que c'est associé à des relations de pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir n'ont pas juste pas envie d'être questionnés, c'est aussi simple que ça. Donc être capable de questionner, je pense que c'est très naturel, mais c'est pas nécessairement encouragé partout. Si on dit la curiosité est un vilain défaut, c'est bien que dans notre culture, on essaye d'empêcher ce genre de comportement. Et de maintenir les gens dans leur silo, justement. Ce qui a été montré par la recherche, en particulier par Alison Gopnik à Berkeley, c'est qu'on est tous nés chercheurs. On est tous nés capables de questionner le monde, on est tous capables d'expérimenter, on est tous nés capables d'apprendre de nos expériences, y compris de nos erreurs et de nos chutes. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a appris à marcher. C'est comme ça qu'on a appris à parler. Et honnêtement, aucun d'entre nous n'a appris à parler ou à marcher dans un amphi. Donc on voit bien que l'expérience est clé pour progresser dans les apprentissages. Et donc on a tous un modèle du monde et on le teste en permanence. C'est comme ça qu'on apprend que les objets tombent, c'est comme ça qu'on apprend la loi de la gravité. Alors on peut ensuite découvrir Newton, mais Newton a été questionné par Einstein et encore aujourd'hui on continue à questionner. Donc cette capacité à questionner toujours, elle est absolument essentielle. Éventuellement, il faut passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique. Il faut passer à un questionnement éthique également. Parce que parmi les choses qui manquent cruellement aujourd'hui, Aristote disait qu'il y a 3 formes de connaissance. Épistémé, techné et phronésis. Épistémé, c'est la connaissance du monde. Ça a donné la science et ça a progressé exponentiellement. À tel point qu'on a 1 million de fois plus de publications scientifiques qu'au XVIIIe siècle. Donc plus personne ne peut tout lire. Par contre, on peut continuer à questionner. Techné, pour Aristote, c'était agir sur le monde. Ça a donné la technologie, elle est infiniment plus puissante qu'à l'époque d'Aristote. Tellement plus puissante aujourd'hui qu'on peut détruire la planète en appuyant sur le bouton nucléaire, ce que Poutine envisage régulièrement. Et puis, phronésis, c'est la 3e dimension. Mais qui a entendu parler de phronésis dans la salle? Tiens, levez la main si... Qui a entendu parler de qui? De Freud? Phronésis. Ah oui. D'accord, bon. Merci pour votre question. Non, mais ça nous aide. Et merci pour ceux qui ont levé la main et qui ont creusé le sujet. Je serais ravi Il y a un étudiant en philo parmi ceux-là. Le pousser un peu plus loin. Donc, la phronésis, c'est l'éthique de l'action. Mais qui l'a apprise? Qui sait que, quoi qu'on fasse, on n'a pas une empreinte carbone zéro? Eh bien, il y a une jeune fille qui l'a découvert du haut de ses 14 ans en ayant lu le rapport du changement climatique du GIEC, et elle arrive à la maison des adolescents suicidaires en disant voilà, j'ai compris que le suicide était la seule option pour avoir carbone zéro. Donc voilà, c'est le genre de drame qui se produit aujourd'hui. On est dans un monde suffisamment fou pour qu'il soit logique de commettre une folie ultime. Donc comment est-ce qu'on questionne un système qui nous a amenés là? Comment est-ce qu'on questionne nos comportements? Sa psychiatre qui était particulièrement maligne lui a dit « Si tous ceux qui pensent comme toi se suicident, il y aura bientôt plus que Trump, Bolsonaro, Poutine et leurs amis, et ils finiront de saccager la planète. Donc reste en vie, mais engage-toi. » Et est-ce que notre système éducatif permet cet engagement? Est-ce que notre système social, politique, permet de questionner les décisions qui sont prises à l'échelle de la planète? Est-ce que notre système permet d'avoir des solutions démocratiques aux enjeux planétaires? Aujourd'hui, non. Et si on n'a pas de solution démocratique aux enjeux planétaires, soit on aura des solutions dictatoriales, soit on n'aura pas de solution.
Et honnêtement, on ne va pas s'en sortir comme ça. Alors, si je peux intervenir, le système, peut-être ne le permet pas, mais les individus aujourd'hui, une fois encore, je pense que j'entends ce que vous dites, mais je trouve qu'on a une responsabilité de poser des questions collectives qui ne génèrent pas ce genre d'angoisse, qui ne génèrent pas ce genre de conclusion. Je dois me suicider, c'est la seule solution. Et donc on a une responsabilité collective, effectivement, de montrer que l'engagement, il est possible. Pas exclusivement l'engagement de communication sur YouTube, dans la rue, l'engagement d'innovation. Il est possible aujourd'hui, nous on le voit tous les jours. Une fois encore, ceux qui disruptent les modèles existants aujourd'hui, ce ne sont pas les grands industriels. Ils commencent à en avoir une inquiétude et donc effectivement ils accélèrent leur transformation. Mais quand on voit le futur de l'aviation, par exemple, les premiers avions verts, vous avez dû voir Solar Impulse, c'est une équipe de 5 individus qui est capable de faire ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a une capacité à faire, parce qu'il y a des technologies qui permettent de faire, une capacité à avoir accès à des financements. Le crowdfunding aujourd'hui fait qu'on peut, avant il fallait effectivement aller dans des institutions et c'était réservé à certains. On a une capacité à produire. Mais pour rester sur notre sujet, c'est parce qu'ils se sont posés les... Et donc collectivement, effectivement, il faut qu'on puisse faire en sorte qu'on peut se poser ces questions-là dès le plus jeune âge. Vous êtes d'accord là-dessus, donc on est fondamentalement d'accord. Si je peux juste aller jusqu'au bout de la logique, je viens d'écrire un bouquin qui s'appelle « Et si nous ?» avec un point d'interrogation qui suppose exactement ça. Et ça ajoute quelque chose à l'existant. Si ça fait des hypothèses sur le monde, nous, ça nous invite à créer du collectif. Et le point d'interrogation, il nous questionne tous. D'accord ? Et donc si on questionne un certain nombre de choses. Vous venez de dire par exemple le crowdfunding, c'est nouveau. Louis Pasteur a créé l'Institut Pasteur grâce à une souscription nationale. C'était du crowdfunding. D'accord, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais ce n'est pas parce qu'on vient de rajouter un branding anglo-saxon que le concept est radicalement nouveau. Donc je pense qu'il faut questionner d'où on vient, on parle de temps ici, d'où on vient, où on est et où on va. Et quand on a bien compris d'où on vient, y compris qu'on a un système profondément inégalitaire, je reviens sur cette notion de citoyenneté. La cité, c'est les hommes qui font les lois. La déclaration des droits de l'homme, ce n'est pas la déclaration des droits des femmes. Ce n'est pas la déclaration des droits des enfants. Et donc si on n'a pas de déclaration des droits des planétoyens, des citoyens de la planète, si on prend comme concept non pas la cité mais la planète, si on est tous des planétisens, à ce moment-là, on va tous protéger la planète et pas simplement la cité. Donc la question fondamentale, c'est comment on passe non seulement du je au nous, ce que le système éducatif essaye de faire bon gré mal gré dans tous les systèmes, mais au nous tous. Et vous avez dit tout à l'heure, très justement, l'ensemble des humains, mais l'ensemble du vivant. On est une très grande famille, on a un ancêtre commun, non seulement en tant qu'humain, mais dans l'ensemble du vivant sur cette planète. Donc l'ensemble des êtres... Si vous permettez, non, juste parce qu'il faut que le débat, que la parole tourne, j'ai l'impression que Valérie Ferré vous a répondu ou essayé d'entrer dans le débat que vous posez, dans les questions que vous voulez qu'on se pose, qui sont très ambitieuses, et c'est pas du tout péjoratif, en disant mais il y a déjà des gens qui tentent de répondre à ces questions et qui se les posent. Ce que j'essaye de dire, c'est que pour l'instant, la plupart de ces questions, la plupart des questions qui se posent aujourd'hui en termes d'innovation, et honnêtement, j'accompagne énormément d'étudiants qui innovent entre les disciplines et tout ça, donc honnêtement, je connais 2-3 choses sur le sujet. Mais je pense qu'on est en train d'optimiser localement. La question, c'est une réinvention beaucoup plus systémique. Et il ne suffira pas d'avoir été content, d'avoir innové ponctuellement pour transformer la donne à la bonne échelle. Alors, Stéphanie Latton, vous voulez réagir ? Oui, pour revenir sur... J'entends beaucoup le mot humain et ça me semble extrêmement important parce que c'est un credo qui m'a habité depuis toujours dans ma vie professionnelle et je voudrais juste vous partager une anecdote. Je viens d'un monde où il y a beaucoup de process, quoi. Il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup d'outils, des boîtes à outils pour travailler. Et en fait, quand on rentrait dans un groupe d'audit et de conseil il y a quelques années, on voyait arriver en fait un cerveau bien câblé pour pouvoir exécuter, et on le prenait comme tel. Et le manager, c'était juste celui qui apprenait à se servir de la boîte à outils. Aujourd'hui, on a en fait des collaborateurs qui sont au niveau de la hiérarchie et pour certains qui sont tout en haut de la hiérarchie, dont on attendait d'eux à l'origine que des compétences techniques, que ça. Et ils étaient extrêmement bons là-dessus, ils le sont toujours. Et ils ont très bien inculqué ça aux plus jeunes. Or, on leur dit aussi, attention, vous avez des êtres humains en face de vous maintenant qui ont des attentes d'humains.
qui ont des attentes aussi du travailler ensemble, de la compréhension et justement de faire évoluer les choses. Et là, tout à coup, vous avez des managers qui sont perdus parce qu'on leur a jamais appris ces dimensions-là. Aujourd'hui, on leur demande de savoir encadrer, on leur demande de savoir répondre à des questions autrement que par tu prends la procédure B12 pour pouvoir mettre ça en œuvre. Et je pense que cet apprentissage-là et cette évolution-là, en fait, elle ne tient qu'à ceux qui ont souhaité garder cette dimension-là d'eux-mêmes dans le monde professionnel, de garder ça pour être capable ensuite de répondre à ces attentes-là aujourd'hui avec les nouveaux collaborateurs. Fabrice Bardèche, je prends un exemple du fait que les étudiants eux-mêmes sont les premiers, je vais leur passer la parole dans un instant d'ailleurs, à interroger aussi ces questions qu'évoque François Tadei d'une certaine manière, peut-être pas aussi rigoureusement qu'ils le souhaiteraient, mais le moment inattendu à la remise des diplômes d'AgroParisTech il y a quelques semaines. On peut ne pas être d'accord avec eux. Beaucoup d'agriculteurs. De l'IX cette semaine aussi. Pardon ? De l'IX et de Sciences Po cette semaine aussi. Je ne savais pas, mais vous voyez, c'est comme quoi. C'est dans le monde il y a des dimensions éthiques aussi dans les questions que se posent les étudiants eux-mêmes dans ce qu'ils vont faire. Je crois qu'en effet, ça fait partie des évolutions et des aspirations incontournables des jeunes d'aujourd'hui, que ce soit des jeunes diplômés, que ce soit des jeunes ouvriers, que ce soit les jeunes aujourd'hui ont d'autres aspirations que les générations précédentes. Et notamment, ils ont une très grande sensibilité à tous les enjeux. Donc, ils ont tous compris qu'il fallait se poser ces questions-là aussi. Et les enjeux de la planète. Et c'est un problème qui peut s'adresser tout à fait par l'éducation. C'est-à-dire que si on a aujourd'hui transformé nos 4 écoles d'ingénieurs en sociétés à mission, c'est bien parce que ça implique derrière une transformation complète de tout ce qui est mindset, tournure d'esprit de nos publics, c'est-à-dire à la fois des professeurs, des étudiants. Ça modifie tous les programmes, parce que dans tous les programmes, y compris les programmes techniques, on va introduire la notion de protection de la planète, de développement durable, de responsabilité sociale, de déséquilibre économique entre le nord et le sud, entre les forces de production de différentes natures. Et si on apprend à nos ingénieurs, à nos apprenants, à nos étudiants à tenir compte de l'ensemble de ces paramètres de façon native, on va changer leur état d'esprit. On ne fait pas des cours sur l'environnement ou l'écologie ou la responsabilité sociale. On doit l'apprendre en même temps que le reste. Ça doit diffuser l'ensemble de l'enseignement. Alors, parmi les étudiants qui ont préparé ce débat, on a à la fois un institut d'ingénierie aéronautique, l'IPSA, vous êtes 4 au moins de cet institut, et on a une école de commerce, Schema Business School, et puis on a un étudiant en philo à Paris 1. Voilà. Et donc je vais commencer par vous, si vous voulez bien, Damien. Je vais prendre 3 questions d'étudiants, une première série de questions. Merci. Donc allez-y, posez la question que vous deviez poser ou une autre question à nos orateurs, celle qui vous intéresse. Soyez pas prisonniers de votre texte, improvisez. Allons-y. Première question. Alors très bien, donc je suis... Dans le micro qu'on vous entende bien. Oui, c'est bon, très bien. Alors je suis Damien Nicolas et je suis étudiant en philosophie à la Sorbonne. Et ma première question est destinée à François Tadei, justement, puisque la philosophie sur la recherche m'intéresse particulièrement. Donc apprendre à se poser de bonnes questions, c'est sans aucun doute l'un des premiers gestes qu'on a justement, qu'on est chercheur. La recherche-action, c'est l'un des fondamentaux, je pense, au niveau de tout ce qui concerne justement dans le milieu universitaire. En quoi, selon vous, l'apprentissage par la recherche peut-il permettre d'innover en termes d'éducation? Au-delà de l'innovation proprement dite, comment cela peut aussi basculer sur d'autres plans de la société, comme vous l'avez dit, au niveau de la démocratie, au niveau politique, au niveau social et même éthique? Merci. Alors attendez, deuxième question, qui veut prendre la parole? Un des 4 de l'IPSA quand même. Allons-y, les futurs ingénieurs aéronautiques. Qui se mouille? Alors, c'est Hugo Bérivin. Bonjour, je suis Hugo Bérivin, étudiant en première année d'école d'ingénieur aérospatiale, donc à l'IPSA. Et ma première question, elle se posait pour toute l'Assemblée. Et c'était comment identifie-t-on une bonne question, puisque tourne autour de débat. Voilà. Au moins, c'est simple. L'ingénieur, c'est carré. Allez, mademoiselle, une de vous deux, je vous en prie. Moi, je suis Lucie Bonin, je suis à Sciences Po Rennes. C'était parfait. une autre question pour monsieur Tadei. Est-ce que la recherche de questions peut avoir des effets pervers? Est-ce qu'on peut réellement prendre le temps de tout remettre en question, de questionner absolument tout? Vous y allez droit au but, parce qu'au fond, c'est la question qu'il fallait lui poser. Merci, mademoiselle. Alors, la recherche, est-ce qu'on peut tout remettre en question? Et au fond, comment on fait l'apprentissage des questions? Vous voulez démarrer, François Tadei? Allez-y, je vous en prie.
Merci pour vos questions d'abord. Fondamentalement, je pense que c'est hyper important de commencer par vos questions, justement. Donc je pense qu'elles sont toutes les trois très liées, et donc merci. Je pense qu'effectivement, quand on apprend par la recherche, en fait, on est obligé de répondre en partie aux deux autres questions. Puisque, en fait, il y a une quantité de connaissances qui est colossale. D'accord ? C'est 100 fois plus tous les 100 ans. Donc, aujourd'hui, si on vous dit « apprends tout le savoir avant d'avoir le droit de poser une question », c'est clairement devenu impossible. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est de questionner et de savoir si la réponse existe déjà ou pas. Et moi, honnêtement, j'ai appris de mes enfants sur ce genre de trucs. J'étais en train de préparer des conférences de recherche sur les sujets sur lesquels je bossais à l'époque, en l'occurrence l'évolution et l'évolution de la vitesse d'évolution. Et ma fille, du haut de ses 4 ans, me pose des questions du genre « qu'est-ce que tu fais ?» Et puis je lui donne une réponse, et puis « et pourquoi ?» et pourquoi et pourquoi. Et très vite, si vous prenez n'importe quelle question du genre « pourquoi l'eau ça mouille ?», si vous savez répondre, vous êtes assez bon. Si vous savez répondre à pourquoi cette réponse, et puis encore pourquoi, et puis pourquoi, et puis pourquoi, très vite, plus personne n'a la réponse. Donc en fait, le volume de connaissances est peut-être énorme, mais en profondeur, en nombre de pourquoi, il est très faible. Donc vous pouvez toujours pousser quelqu'un jusqu'à un moment donné, il avoue qu'il ne sait plus. Et même si c'est un expert du sujet. Et donc, c'est une des manières de savoir que vous êtes aux frontières de la connaissance. C'est quand plus personne ne sait répondre. Et donc, typiquement, les parents, les profs, etc. disent « c'est pas au programme ». Donc ça, c'est la manière simple de se sortir du piège, d'accord ? C'est « passe ton bac d'abord », etc. Mais à ce rythme-là, on ne peut jamais aller jusqu'au bout. Donc, donc vous répondez oui à la question « est-ce qu'on peut tout questionner ?» On peut tout questionner, mais en même temps, c'est pareil, on peut rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde, et pas forcément dans n'importe quel contexte. Donc je pense qu'on peut tout questionner, mais il faut faire très attention. Par exemple, on peut questionner l'éthique, mais il faut faire attention avec qui on questionne l'éthique. Hein, par exemple, on parle maintenant beaucoup du nouveau Bauhaus, comme le nouveau lieu d'innovation pour optimiser la transformation écologique. Pourquoi pas ? Mais questionnons aussi le Bauhaus. Le Bauhaus se crée après la Première Guerre mondiale pour inventer le design. Ça paraît une très bonne chose. Sauf qu'une partie des élèves du Bauhaus ont travaillé pour les nazis et ont su innover en termes de design pour construire des camps de concentration. Donc on voit bien que l'innovation, il faut toujours questionner son sens. Et donc parmi les bonnes questions, c'est mais jusqu'où on va et à qui ça va bénéficier ? Et donc se souvenir toujours qu'on va mettre les humains au cœur et la durabilité et les nouvelles générations au cœur. Et qui prend en compte leurs besoins aujourd'hui ? Les jeunes ne peuvent même pas voter. Ceux qui peuvent ne votent même pas tellement ils sont désabusés par le système. Résultat, vous parliez de 2050 tout à l'heure, qui pèse sur les choix qui vont impliquer 2050 ? Les plus de 65 ans. Ça tombe bien, ils ne verront pas 2050. Donc en fait, ils s'en foutent complètement. Non mais soyons cash. Donc vous êtes comme Caron, vous considérez qu'au fond il faut un droit de vote qui s'applique à ceux qui savent ou à ceux qui seraient. Je fais de la provoque, mais vous êtes en train de re-questionner le droit de vote. Je vais le dire comme ça. Pourquoi pas donner le droit de vote à la naissance ? Hein, donc, ça paraît extrême comme situation. Donc pourquoi est-ce que les enfants ne votent pas ? Il y a plein d'arguments. Le premier, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment éduqués. Le deuxième, ils ne sont pas suffisamment informés. Le troisième, ils ne comprennent pas la complexité des enjeux. Le quatrième, ils sont trop influençables. Il se trouve que c'est exactement les arguments qu'on avançait au XXe siècle pour que les femmes ne votent pas. Hein, et puis, vous avez vu, mesdames, ce qui vient de se passer aux États-Unis. Donc, vous voyez bien ce qui se passe lorsqu'on n'a pas envie de partager le pouvoir, on dit ce genre de choses. Au XIXe siècle, les pauvres ne pouvaient pas voter exactement pour les mêmes raisons. Et au XVIIIe siècle, personne ne pouvait voter pour exactement les mêmes raisons. Et si vous croyez que Donald Trump est bien informé, bien éduqué, a compris la complexité des enjeux et n'est pas influençable, bonjour. D'accord ? Donc, je pense qu'on peut questionner ce genre de choses. Mais si on donne le droit de vote dès la naissance, peut-être que les parents peuvent l'exercer le temps que l'enfant se sente capable de voter. Et quand est-ce que l'enfant se sentira capable de voter ? Quand il verra que ses parents votent pour lui, il les questionnera. Mais pourquoi vous votez comme ci ? Ou pourquoi vous votez comme ça ? Et est-ce que vous avez voté dans mon intérêt et dans celui de mes enfants et de mes petits-enfants ? Alors, non seulement c'est une très belle idée, mais mais je voudrais que vous compreniez que je ne cherche pas à vous corseter, mais bien au contraire,
j'ai besoin de répartir la parole sur les quatre, si vous voulez, avec des questions qui sont très larges, et vous nous ramenez, au-delà des questions techniques, à une dimension extrêmement riche et extrêmement large du débat. Mais moi, ma discipline de gardien du temps, c'est de donner la parole aussi aux autres. Voilà. Donc je m'excuse à l'avance, mais je n'ai pas à m'excuser, mais je l'explique. Parce que... Ne vous excusez pas. Connaissance et recherche. Non, parce que je voudrais que la salle aussi pose des questions. Connaissance et recherche, est-ce qu'on peut tout questionner? Et c'est quoi les bonnes questions? Ah, ça, vous répondez quoi, Fabrice Bardèche, Stéphanie et vous-même, Valérie Ferret? Alors, est-ce qu'on peut tout questionner? Pour moi, c'est l'un des fondements même de la démocratie. Oui, on peut tout questionner. Oui, il faut faire attention à la façon parfois dont nous pouvons formuler des questions. Et même dans le savoir, on est d'accord, dans la connaissance. Il faut tout questionner. Oui, on peut tout questionner en tout cas. Et pour moi, c'est vraiment l'un des fondements du vivre ensemble et de la démocratie. Comment apprendre à se poser les bonnes questions? Celle-ci, elle m'intéresse de questions. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une des questions essentielles. Et finalement, de façon relativement simple, les questions qu'on pose, en réalité, la façon dont elles commencent, il n'y a pas 10 milliards de formulations. On commence par le pourquoi, et c'est souvent effectivement le premier mot qu'un enfant va vous poser. Hein, c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi. C'est comme ça déjà qu'il va commencer à raisonner. C'est plutôt bon signe. C'est la base du raisonnement, le pourquoi. Le pic de questionnement est à 4 ans, pour information. Pardon ? Le pic de questionnement est à 4 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait dans le système éducatif pour que ça se décourage ensuite? C'est une bonne question. Le droit de vente assumé à 4 ans. Tout à fait. Et effectivement, moi-même, qui ai un fils, je l'ai récupéré en CP en état de choc lorsqu'il avait 6 ans, puisque je ne partage pas tout à fait votre avis. En élémentaire, absolument pas. Non, on ne permet pas aux enfants de continuer à apprendre comme ils apprennent en école primaire. Oui, ça dépend où. Mais dans le système public, dans lequel mon fils est, aujourd'hui, effectivement, un enfant est derrière un bureau et on lui transmet du savoir du CP au CM2. Mais alors qu'en maternelle, effectivement, ils sont dans le collectif, sur une table, ils font des projets collaboratifs et ils questionnent du pourquoi. Et en CP, on ne leur demande surtout pas de demander pourquoi, parce que ça prend trop de temps. Mais donc les questions, elles sont simples. Les questions, elles sont simples. On commence par pourquoi, et je vais vous dire notamment celles qu'on se pose en entreprise, c'est où je suis le plus légitime, je suis pas, même si je cherche souvent, je ne suis pas chercheur. Ensuite, c'est qui, finalement qui, en entreprise, on se pose ces questions sur qui, parce que c'est une question de marché. Qui est-ce qu'on veut adresser? Donc, pourquoi? Je crois qu'on a tous un pourquoi collectif, une fois encore, c'est le développement durable. C'est notre pourquoi collectif, c'est ce qui doit fédérer tous nos efforts. Qui, après, ça va dépendre de qui l'on est, pour qui on va adresser. Si on est une entreprise, pour savoir effectivement comment on va adresser une audience en particulier. Ensuite, c'est le quoi. Finalement, par rapport à ce qui, au quoi, qu'est-ce que je lui offre? Qu'est-ce que je vais proposer comme solution par rapport à ce qui? Ensuite vient le comment. Comment est-ce que je vais pouvoir travailler sur ce quoi collectivement? Et puis après, c'est l'exécution, c'est le où, c'est le comment. Il y a le pour qui aussi. Et le pour qui, tout à fait. Et donc finalement, aujourd'hui, ces questions, elles normalisent la vie des entreprises pas mal, mais une fois encore, elles sont adressées par des départements différents. Le qui, c'est le marketing qui va aller faire son étude de marché. Le quoi, ça va s'articuler entre le marketing et puis l'ingénieur. Mais l'ingénieur, il va être surtout sur le comment. Et donc, effectivement, comment je vais y arriver? Et puis après, le logisticien, la chaîne de sous-traitance. Ce qu'on est en train de transformer radicalement aujourd'hui, c'est qu'une fois encore, dans ce processus d'innovation, il faut qu'il soit collaboratif et non plus séquentiel. C'est-à-dire que toutes ces questions, pourquoi, qui, quoi, comment, où, avec qui et quand, elles doivent être répondues par un collectif. Et en entreprise, on s'organise maintenant par mode de projet transverse pour pouvoir répondre de façon itérative et collective à ces questions. Et plus séquentiel, c'est pas le marketing qui va dire c'est qui, et puis après transmettre à l'ingénierie. Et puis à la fin de la journée, on se rend compte qu'on a fait une expérience qui répond pas au pourquoi, parce que c'est pas du tout durable. On partage en permanence. Et voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, on a cette capacité, grâce au numérique, à mettre en place ces processus. On le fait au sein de nos entreprises, il faut le faire au sein de l'éducation. Et il faut le faire au sein de l'éducation parce qu'on a la capacité à le faire avec des plateformes
plateformes numériques aujourd'hui qui permettent non seulement à l'école d'innover au gré de ses départements, mais avec d'autres écoles au sein de projets qui vont motiver et faire collaborer des élèves, puisqu'après, c'est ça qu'on leur demandera de faire quand ils arriveront dans nos entreprises. J'interrogerai Fabrice Bardèche là-dessus. Votre vision à vous des réponses aux 3 questions posées. Oui, tout à fait. Alors, sur le questionnement, il est fondamental. Maintenant, moi, j'y vois quand même un écueil et un risque majeur, c'est que trop de questions, parfois, c'est vertigineux, on s'y perd, on peut s'y perdre soi-même, on ne sait plus exactement où on va. Je pense qu'il y a un sujet extrêmement important, c'est le contexte. En fait, je dirais bien plutôt sur se poser la bonne question, c'est surtout bien poser sa question pour avoir la réponse qu'on le cherche à obtenir. Mais qui fixe le critère du bien ou du pas bien ? Eh bien, c'est de donner du contexte, par exemple. C'est de savoir dans quelles circonstances on parle, de quoi on parle, de qui on parle et de quelles problématiques on souhaite vraiment traiter. Et ça, c'est assez compliqué à faire parce que malheureusement, souvent, on a des réponses qui sont à côté. On peut être perdu parce qu'on peut avoir une multitude de réponses différentes, justement parce que chacun va traiter la question à l'aune de son propre contexte ou va parfois même se projeter dans la situation de l'autre. Donc le questionnement, il est hyper important en entreprise en particulier. Néanmoins, je trouve qu'il est constructif et il est positif quand on commence à gagner un petit peu en maturité et quand on réussit à partir de ses propres convictions à venir faire progressivement évoluer les choses. Si on n'a pas encore forgé ses propres convictions, le questionnement, il peut perdre. Bon, mais alors ce que nous raconte en réponse à ces 3 questions hyper simples mais pertinentes, les 3 orateurs, c'est au fond quand même que c'est les profs qui doivent évoluer aussi, beaucoup, et pas que dans le public, ça les déstabilise un peu aussi, les profs. Comment ils répondent à ces exigences-là aujourd'hui ? D'abord, je crois que les profs évoluent, ça dépend où, mais dans l'enseignement supérieur, ils ont pas mal évolué quand même, ils ont des approches de l'enseignement qui sont très différentes dans notre groupe de ce que c'était avant. Je voudrais revenir quand même sur une question, et notamment sur le fait de dire que tout questionnement est bon. Je ne suis pas du tout de cet avis-là. Parce que le questionnement, il a servi, par exemple, aux États-Unis à remettre en cause les questions de race et à remettre en avant la question de race et à faire remettre le racisme comme un débat pertinent. Il a permis aux créationnistes de revenir sur le devant de la scène. Il a permis la remise en cause de l'Holocauste et de la Shoah. Je ne crois pas que tout questionnement soit bon. Le questionnement, il est pertinent quand il fait avancer une question, pas quand il fait reculer. Alors, bien sûr, il faut des remises en cause, mais pas forcément de tous les faits, parce que si on remet en cause tous les faits scientifiques ou les faits de société établis, alors on repart en arrière. Pardon, mais je fais l'objection quand même. S'il y a une réponse factuelle ou scientifique à une question, c'est pas grave de la poser, très vite elle est évacuée. La question, c'est de savoir si la question est une vraie question ou une fausse question. Ce que j'appelle la vraie question, c'est celle qui attend une réponse. Pas celle... Et celle qui permet d'avancer. Et qui permet d'avancer. Pas celle qui ferme le débat et qui est là juste pour remettre en cause quelque chose qui est déjà établi. Mais qui définit que c'est une bonne question ? Si vous laissez cette porte ouverte, il y a une autorité qui définit la bonne et la mauvaise question. J'ai pas dit que c'était une bonne question. Alors attendez, mais il y a quand même, pardon, mais j'ai dit que votre question ne peut pas être posée sur n'importe quel sujet. Votre débat, moi je le vois comme ça, comme observateur, il est très cohérent parce que vous n'êtes pas au fond, vous êtes totalement, vous êtes un chercheur de la chose. Et vous êtes dans une fonction où on vous demande d'aller le plus loin dans la provocation sur la question. Eux cherchent au fond, avec la même liberté peut-être, mais d'où on parle, ils cherchent aussi des méthodes pour être plus vite opérationnels, si j'ose dire. Donc vous ne parlez pas tous du même endroit, comme aurait dit Lacan. Et donc, au fond, il y a une cohérence. Vous poussez le bouchon. Bon, vous comprenez leurs exigences que ça devienne opérationnel, que ça permette aux étudiants d'acquérir les connaissances et d'être sur la bonne voie. Qu'est-ce que vous répondez à ce qui vient d'être dit là? J'essaie de poursuivre le dialogue. Donc la question de l'autorité vient d'être posée. Et donc... il y a des recherches sur le fait que, en fait, dans toutes les communautés humaines, il y a 6 invariants. La liberté, mais c'est un des invariants les plus variables, si je puis dire, puisque, par exemple, en temps d'un confinement, on a perdu beaucoup de nos libertés. Dans quoi, pardon ? Le temps d'un confinement, on a perdu beaucoup de nos libertés. Certes. Parmi les choses qui sont les plus invariantes, il y a la notion de care, la notion de prendre soin.
Parce que si on ne prenait pas soin, aucun d'entre nous ne serait vivant. On a tous à la naissance été tellement vulnérables qu'on n'aurait pas survécu si on n'avait pas pris soin de nous. Donc le care, c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans l'humanité et en fait chez tous les mammifères. Et par exemple, on ne remet pas en cause, on ne questionne pas cette question du care. C'est un invariant. C'est un invariant, mais donc c'est un peu ce que dit Fabrice Bardèche, qu'il y a des invariants. J'avance un tout petit peu sur la logique. Le suivant, c'est fair, la notion d'équité. Parce qu'en fait, dans les groupes humains dans lesquels nos ancêtres ont grandi, on n'aurait pas survécu sans une équité dans le collectif. On a besoin du collectif. Donc on a besoin de savoir passer du jeu au nous et de faire de la théorie des jeux expérimentale ou inconsciente qui nous aide à comprendre quel est l'intérêt supérieur du collectif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on joue à un jeu qui est perdant-perdant à l'échelle globale. Peut-être que certains vont gagner localement, momentanément, mais on va tous perdre à long terme. Donc on voit bien qu'on a besoin de réinventer les règles du jeu et de questionner qu'est-ce qui est éthique et équitable. Ensuite, et on peut poser la question de ce que c'est que prendre vraiment soin. On peut accepter le soin et en se demandant est-ce qu'on prend soin au mieux. Par exemple, est-ce qu'on prend soin de nos soignants? Et on voit bien qu'à l'hôpital en ce moment, c'est pas du tout ce qui se passe. C'était un des arguments d'ailleurs pour confiner. Oui. Ensuite, je rajoute les trois autres dimensions parce qu'elles sont clés et elles vont nous amener au point qu'on vient de citer. C'est communauté, autorité et sacré. Donc tous les humains appartiennent à au moins une communauté humaine. Qui fait autorité dans cette communauté? Pour des scientifiques, ça peut être l'autorité scientifique. Pour des militaires, ça va être le général. Pour des religieux, ça va être l'autorité religieuse. Général ou le politique. Hein. Ou le politique, etc. Donc pour des démocrates, ça va être l'élu. Pour des royalistes, ça va être le roi, etc. Qu'est-ce qui est sacré? Ce qui est sacré, c'est ce pourquoi vous êtes prêt à faire des sacrifices. Éventuellement jusqu'à votre vie, en tout cas au moins de votre temps, voire de votre argent, etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices? Est-ce que c'est pour les générations futures ou est-ce que c'est pour nos égos? On voit bien qu'on n'est pas exactement dans les mêmes réponses par rapport à ça. Est-ce que c'est pour le bien de notre entreprise qu'on fait des sacrifices ou est-ce que c'est pour les biens de la société? Est-ce que c'est pour les biens de l'ensemble de l'humanité? Et donc, quelle est la communauté de référence? Est-ce que c'est une communauté qui est exclusive des autres ou c'est une communauté inclusive parce qu'on appartient tous pas à une communauté mais à des communautés? Et les formes d'autorité, elles sont variées. Parce qu'il y a effectivement des autorités scientifiques, mais il y a aussi des autorités éthiques. Et on peut comprendre que, comme on a séparé, encore une fois, épistémé, techné et phronésis, si vous optimisez uniquement sur techné, vous pouvez optimiser le fonctionnement des chambres à gaz. Si vous ne prenez pas en compte l'éthique de l'action, si vous n'êtes pas capable de mêler ces différentes formes d'autorité pour décider en commun ce qui mérite d'être fait et quels sont les sujets sur lesquels on mérite ou pas de se questionner. Donc effectivement, il y a un certain nombre de réponses qui existent déjà. Ben, tant mieux, allons vite à ces réponses et bâtissons sur... L'un des principes même de la recherche, c'est que pour voir loin, il faut gravir des épaules de géants. Et donc il faut apprendre à gravir ces épaules de géants. Il faut apprendre à ne pas nécessairement questionner des choses qui sont suffisamment solides. Mais de temps en temps, ça peut être intéressant de tester si c'est vraiment solide ou pas. Et donc ça, c'est intéressant d'apprendre à le faire. Quel est le questionnement qui est le plus productif intellectuellement, humainement? Qu'est-ce que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il faut questionner en premier? Est-ce que c'est les lois de la thermodynamique ou est-ce que c'est les lois de l'évolution ou est-ce que c'est la structure de pouvoir? Mais alors, je te répète, hein, vous comprenez que les autres orateurs aussi cherchent à rendre opérationnel ce questionnement, y compris des invariants. Vous parliez des chambres à gaz, il y a eu le procès Eichmann, il y a eu Hannah Arendt, je ne veux pas faire pédant, mais il y a des gens qui ont interrogé cette capacité technique formidable d'expertise, mais à répondre la mort en obéissant seulement. Je veux dire, ces questions-là, elles existent déjà. Donc, alors, je vais me retourner vers les étudiants et puis la salle, puisque je vais essayer d'être fidèle à ma propre méthode. Il nous reste une demi-heure. Alors, 2 questions d'étudiants, peut-être ceux qui n'ont pas posé de questions. Clément, vas-y, je t'en prie. Donc, 2 questions à tous les intervenants. Les bonnes questions sont-elles celles qui dérangent? On l'a vu déjà ici, donc on a en partie répondu. Non, je plaisante. Mais oui, la preuve, on avance. Mais non, mais pardon, c'est pas moi qui vais répondre. J'ai bien entendu la question. Donc, est-ce que ce sont celles qui dérangent? Et vous-même? Oui, et une autre question à Valérie Ferré. Quel est l'environnement qui est propice à l'émergence de bonnes questions? Et finalement, est-ce que la diversité sociale joue un rôle là-dedans?
Si tu permets, on la posera à tout le monde aussi, hein, d'ailleurs. Avec plaisir. Attendez, non, déjà 2 questions, et puis je vais prendre déjà aussi peut-être 2 questions dans la salle s'il y en a. Est-ce qu'il y en a à ce stade alors, monsieur ici, et puis monsieur ici. Mais vous avez le micro, alors allez-y. Ça fonctionne. Oui, bien sûr, on y viendra. Jusque-là, je suis un grand partisan de la parité, rassurez-vous. Mais monsieur, allons-y, je vous en prie. C'est juste pour Valérie qui a été remarquable. Elle a juste oublié de citer Quintilien, la loi des questionnements. Et passer des questionnements aux réponses, c'est bon. Mais l'important, c'est la justification de chaque réponse. Monsieur ici, monsieur, je vous en prie. Voilà. Oui, moi je voulais évoquer Vaclavic, qui parle de la réalité, que chacun a la réalité de sa réalité. Et tout cela explique, bien sûr, qu'on doit faire des analyses systémiques avec de l'échange. Et en plus, comme on disait, parce que la société, actuellement, elle est de plus en plus multiculturelle. Entendu. Et alors, madame, là, madame, voilà, ou mademoiselle, je ne sais pas, voilà, mais allez-y, je vous en prie, votre question, je vous en prie. Bonjour, pourquoi pas mademoiselle. Merci beaucoup pour la qualité de vos débats. Je suis enseignante dans un lycée, et dans le cadre de l'accompagnement à l'orientation, qui était une question qui avait été soulevée ce matin par Mathias Vichra, l'accompagnement à l'orientation, j'utilise l'ikigai. Donc c'est un clin d'œil à François Tadei. Est-ce que l'ikigai peut être un outil qui va permettre de déjà s'interroger et éventuellement, ça résonne par rapport à se poser les bonnes questions. Merci. Merci à vous. Alors, réponse déjà sur ces questions. Vous choisissez ce qui vous paraît intéressant. Peut-être sur la question, du coup, quels sont les environnements qui permettent l'émergence des bonnes questions. On en a parlé, effectivement, et je pense que les sujets sont liés. J'aurais tendance à vous répondre, évidemment, parce que c'est là d'où je viens. Les environnements numériques, en tout cas, permettent de massifier l'exposition de tout un chacun pour éventuellement poser des questions. Les médias sociaux ont en été un bon exemple, mais en tout cas, effectivement, ça permet déjà de mettre en place, vous l'avez dit, des communautés. Aujourd'hui, on le voit, le numérique est finalement une vitrine du monde réel quand on parle des médias sociaux, et donc permettre du coup effectivement de voir l'émergence de ces communautés qui vont pouvoir poser et répondre aux questions. J'aimerais parler d'un environnement qui est émergent, le métaverse, qui va susciter pas mal de questionnements, et je pense que c'est justement intéressant d'en parler aujourd'hui, parce qu'il n'y a aujourd'hui aucune règle, en tout cas très peu de questionnements sur quels vont être ces environnements sur lesquels on va pouvoir interagir, éventuellement poser des questions, éventuellement agresser, éventuellement... Voilà. Donc le numérique, oui, permet la mise en relation des communautés pour pouvoir faire émerger beaucoup plus massivement des questions et des réponses aux questions. Vous avez mentionné, mais Wikipédia, en l'occurrence, a été une construction collective du savoir qui n'est pas toujours juste, d'ailleurs, et qui n'est pas toujours questionnée suffisamment par les étudiants au grand désespoir des professeurs. La question maintenant, c'est tous ces environnements collaboratifs, tous ces environnements qui permettent finalement une constitution massive de communautés à l'échelle mondiale. Quelles règles on peut se donner pour s'assurer qu'elles favorisent l'émergence des bonnes questions? Quelles règles d'éthique, des points d'entrée, des règles qui permettent de poser des questions, peut-être toutes les questions ou pas. Ça, c'est une règle à définir du vivre ensemble. Et puis après, effectivement, le collectif pour répondre à ces questions. Fabrice Bardèche, sur les bons environnements, vous êtes obsédé par cette question. Les bons environnements pour que les étudiants apprennent au mieux. Je ne suis pas obsédé par cette question, mais c'est une bonne obsession. Non les bons environnements sont des environnements humains qui sont favorables. Avant tout, l'environnement technologique, ça n'est qu'un moyen, c'est un moyen qui change. Il a connu un grand développement au cours de la pandémie du coronavirus 19 qui a obligé l'ensemble des personnes à s'en servir et qui a donc beaucoup fait progresser l'usage des technologies.
Et pour autant, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas l'alpha et l'oméga, puisque la première chose, le premier souci des étudiants et des professeurs, dès qu'on a pu revenir en classe, ça a été d'abord de revenir en classe, c'est-à-dire de renouer le contact. Et renouer le contact, ce n'est pas simplement pour se soumettre à une autorité, c'est pour enfin débattre ensemble et questionner l'autorité. Je ne crois pas qu'il y ait d'autorité non questionnable. Ce que je disais tout à l'heure portait sur ce que soulignait François Tadei aussi, c'est-à-dire le temps perdu à des vérités communément admises par la société et par des autorités de la société qui nous permettent de vivre ensemble et qui est vraiment du temps perdu de questionnement. C'est que aujourd'hui, l'attitude qui consiste à se poser des questions est une attitude nécessaire auprès de tous. Mais je ne crois pas que la notion de question dérangeante, par exemple, soit une bonne notion. Ce n'est pas parce qu'une question est dérangeante qu'elle est mauvaise, mais elle n'est pas meilleure qu'une autre. La bonne question, elle se détermine ex post. Qu'est-ce qu'elle a produit? Qu'est-ce qu'elle a produit comme autre question? Non, mais justement, dans l'idée, je pourrais essayer d'aider, parce qu'il y a de la pertinence dans la question. C'est-à-dire que l'idée d'aller plus loin que ce qui est convenu, que ce que la communauté à un moment donné attend. Moi je viens d'être convaincu. J'étais assez hostile à l'abaissement de la majorité à 16. Bon, je garde, je sais pas, mais 16 déjà. Je viens d'être convaincu. Et donc là, vous voyez, je veux dire, je comprends la question sur les bonnes questions ne sont-elles pas celles qui poussent à aller plus loin? Absolument. Il y a les bonnes réponses. Absolument. Donc ce sont celles qui... dont dérangeantes. Ce sont celles qui font avancer le débat, mais elles ne sont pas nécessairement dérangeantes. D'accord. Donc, affaire de définition. Stéphanie Latombe et François Tadei. Il y a une chose qui est très intéressante dans ce qu'a dit Valérie, on parle là des nouvelles technologies. Ce qui est vraiment drôle à observer aujourd'hui, c'est que dans certains mondes, on a ces poches de recherche et développement, on a des gens qui sont dédiés à ça, qui vont faire la recherche. Et puis il y a des industries qui ont complètement abandonné ça, en fait. C'est-à-dire que ça n'existe pas, en fait. On va créer des postes d'innovation, c'est nouveau, on va recréer l'innovation au sein d'une structure dans un moment où ça avait complètement disparu. Ça veut dire qu'on avait décidé qu'on savait faire un métier et qu'on allait continuer à le faire comme ça de manière éternelle. On se rend compte aujourd'hui que ce n'est plus possible. Et ce qui est très intéressant avec le sujet du métaverse, par exemple, avec le sujet aussi de la blockchain, parce que ça commence par ça, c'est que aujourd'hui, il y a des entreprises dans certains secteurs d'activité qui sont à fond, qui ont dédié du temps à ça, qui ont donné du temps à leurs collaborateurs en interne pour comprendre, pour rechercher, pour avancer sur ces sujets, qui font des avancées et qui font des pas très importants et très visibles sur ces problématiques-là. Et ils ont tous les autres acteurs du même secteur d'activité qui ne comprennent rien qui ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer. Et je trouve que ça fait vraiment remonter la problématique de est-ce que je laisse du temps en interne dans mon entreprise pour la connaissance, pour la recherche, pour sortir de mes sentiers battus, pour me dire le matin, j'ai du temps dans ma journée, j'ai du temps dans le mois et mes collaborateurs ont du temps pour s'intéresser à ce qui se passe que je ne vois pas tous les jours. Oui, mais alors pardon, puisque vous évoquez le métaverse, vous faites référence de fait, toutes les deux, à un grand des GAFA. Très bien. Attendez, laissez-moi finir, si vous permettez ma question. On a vu à un moment donné chez Google, pour ne pas le citer, à son propre siège, que quand les questions éthiques, à un moment donné, ont été posées, là, on donnait plus de temps ou la liberté absolue d'être en Fridaywear toute la semaine aux collaborateurs. Donc, il y a quand même des limites à cette capacité à accepter une remise en cause en permanence des 6 invariants. Stéphanie Latombe et François Tadei. Justement, ce qui est surprenant là, c'est que ce n'est pas les GAFAM que je vise. C'est justement des entreprises des secteurs plus traditionnels qui vont aller sur ces sujets-là. Et donc, on ne les attendait pas là. Et c'est pour ça que le reste du secteur est surpris en fait quant au pas qui est fait en avant. Et pour moi, ça va plutôt donner une tendance de dire laissons le temps, laissons les gens un petit peu respirer. Et vous le faites chez vous? À Mazars, vous donnez du temps du coup à vos collaborateurs pour que... Il y a des générations spontanées de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont organisés pour trouver le temps pour faire ça. Moi, je l'ai fait à marche forcée sur le sujet des ICO il y a quelques années, donc de la blockchain, parce qu'on venait me voir en me disant « Je sais que je peux lever 50 millions de dollars en 5 minutes, aidez-moi à le faire ». Donc je leur ai expliqué que ça n'allait pas être possible, mais il fallait que je leur explique pourquoi
ça n'allait pas être possible. Le questionnement était super intéressant. Mais il fallait d'abord que moi, j'ai pris le temps de comprendre, de pré-mâcher, de contextualiser et de savoir restituer ça en disant non, là en fait ça part dans tous les sens, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas la bonne option pour vous. Donc voilà, c'est une génération spontanée ou peut-être parfois des situations qui nous obligent à le faire spontanément. Mais c'est important de prévoir ça dans le temps entreprise, bien sûr. Alors, madame qui est enseignante a posé une question, pardon, j'ai pas tout entendu très bien, donc sur mais je pense que François Tailly a très bien compris, lui, donc il va vous répondre. Alors, mais il y a la question de l'environnement, du bon environnement, la question du dérangeant ou pas, c'est votre spécialité, et la question de madame aussi. Allez-y. En fait, dérangeant et bon environnement en fait, sont très liés. Parce que je vous donne juste une anecdote dans une classe qui est la première classe de s'aventuriers, donc d'enfants chercheurs. Il y a une dizaine d'années, la classe d'Ange Sourd, on est en REP+, CM1, CM2 du côté de Bagneux. Les enfants, on les invite à questionner. Et ils peuvent discuter avec des chercheurs et ils reviennent à la maison et ils expliquent qu'ils sont des petits chercheurs et ils commencent à questionner tout. Et puis il y a des parents qui leur disent que la curiosité est un vilain défaut. Il y a des parents qui sont carrément intégristes, qui refusent absolument ce genre d'attitude. Et les enfants reviennent et posent la question à la maîtresse et aux chercheurs qui travaillent avec eux dans votre serviteur et disent en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de poser toutes les questions? Ils ont quel âge, ces enfants-là? CM1, CM2, donc 9, 10, 11 ans. Ouais. La réponse auquel ils sont arrivés eux-mêmes, c'est en classe, sur les fourmis, puisqu'ils travaillaient sur les fourmis, on a le droit de se poser toutes les questions qu'on veut. Et puis, il y a d'autres environnements sur lesquels, et d'autres questions, d'autres questionnements qui sont peut-être trop dérangeants pour l'autorité parentale ou l'autorité même professorale ou l'autorité politique, etc. Il va peut-être falloir faire attention. Et donc, il y a toujours un cadre de liberté évolutif et fécond. Quel est le cadre? Quels sont les degrés de liberté? Qu'est-ce qu'on peut questionner? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer le cadre? Comment on peut faire évoluer les degrés de liberté? Est-ce qu'on a le droit de questionner le fait même de se questionner et sur quoi? Tout ça, c'est des bonnes questions. Mais la réponse fondamentale, c'est si vous êtes dans un environnement bienveillant, vous pouvez pratiquement tout questionner. Si vous êtes dans un environnement autoritariste, c'est pas facile. Et la vraie autorité, pour Michel Serres, qui revenait à l'étymologie, c'est celle qui fait grandir. Donc une bonne question, c'est celle qui fera grandir celui qui trouvera la réponse. Et celui même qui sera questionné. Et qui aura été questionné. Donc ça, pour moi, c'est une bonne réponse. Enfin, c'est une bonne question et c'est peut-être une des réponses à votre bonne question de tout à l'heure aussi. Et pour venir sur la notion d'ikigai, donc pour ceux qui ne connaissent pas la notion d'ikigai, ça vient du japonais, c'est un concept qui est à l'intersection de 4 cercles et de 4 types de questionnements. De quoi le monde a besoin? Qui peut répondre à cette question? Est-ce que c'est uniquement l'ONU? Est-ce que c'est les nouvelles générations? Déjà, on peut se poser cette question. Mais par exemple, l'ONU a apporté des réponses. Et on peut inviter les nouvelles générations à questionner le cadre donné par l'ONU. Et c'est d'ailleurs ce que l'UNICEF nous invite à faire avec l'OMS quand ils se sont rendus compte que l'espérance de vie des jeunes qui naissent aujourd'hui ne sera pas celle de notre génération. Nous, on vit plus longtemps que nos parents et nos grands-parents. Ça va être de pire en pire dans les générations à venir à cause du changement climatique. On va régresser dans l'espérance de vie à cause du changement climatique, à cause de la pollution, à cause de l'obésité et à cause des addictions du XXe siècle et des addictions du XXIe siècle. Parce que vous avez dit que les réseaux sociaux apportaient des choses, c'est une évidence. Mais ils ont été optimisés pour ramener des revenus publicitaires à ceux qui sont les actionnaires de ces entreprises. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez de la publicité toujours plus ciblée qui transforme les enfants en consommateurs. Et en plus, une bonne partie de ces entreprises ont transformé leurs produits en produits addictifs. Parce que la meilleure manière d'avoir un consommateur pour la vie, c'est encore d'avoir fait un produit addictif. Et je vous donne juste un exemple, parce que moi, il m'a vraiment fait mal quand je l'ai appris. Il y a un truc qu'on appelle le corn syrup, le sirop de maïs, qui est un additif alimentaire qui est rajouté dans tous les produits que vous trouverez dans la junk food chez McDo et autres. Parce qu'on parlait de McDo tout à l'heure dans votre intro. Cet additif alimentaire a été ajouté dans des poudres de lait maternel. Et donc cet additif alimentaire, qu'est-ce qu'il fait? Il inhibe la satiété. Ça veut dire qu'il empêche le sentiment de « on a assez mangé ». Et donc quand vous êtes chez McDo, si vous prenez une super size, c'est exactement pour ça. Et quand vous êtes un bébé et que vous venez finir votre biberon, si vous n'avez pas le sentiment de satiété, vous continuez à pleurer et vos parents bienveillants vous en donnent un deuxième, voire un troisième. À 6 mois, vous avez des bébés qui sont obèses.
D'accord? Donc ça, c'est ce qui se passe. Je crois que sur cet exemple-là, il y a une interrogation de l'EMA aujourd'hui, de l'Agence médicale européenne et des autorités de santé européennes. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans le monde où cette attitude, ce choix-là d'injecter ce genre de produit est questionné tout de même. Mais heureusement. Oui. Mais on voit bien que le questionnement... Donc, si vous cherchez uniquement à optimiser votre revenu en tant qu'entreprise, vous pouvez faire ça. Et même vous avez le devoir de faire ça aux États-Unis, parce que vous devez tout faire pour maximiser ce qui n'est pas illégal. Et comme vous avez des lobbyistes qui font que ce soit pas illégal de faire ce genre de choses, vous vous retrouvez en position favorable. Mais évidemment défavorable pour les mômes. Donc je finis juste sur l'ikigai parce que madame a posé la question. Donc de quoi le monde a besoin? Je pense qu'il en a besoin, y compris de questionnement, y compris de questionnement du mode de fonctionnement d'un certain nombre de choses comme celles que je viens d'évoquer. En tout cas, c'est ce que l'UNICEF et l'OMS nous invitent à faire dans leurs publications. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, puisqu'il y a 4 cercles, c'est qu'est-ce que vous aimez faire? Et chacun d'entre nous peut se questionner là-dessus. Et d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que le système éducatif nous interroge rarement sur ce genre de choses. Le troisième cercle, c'est qu'est-ce que vous savez faire? Et même je rajouterais personnellement, parce que j'aime bien questionner, y compris la notion d'ikigai, qu'est-ce que vous pouvez apprendre à faire? Et le quatrième cercle, c'est où sont les ressources que vous pouvez mobiliser pour réussir à faire ce que vous voulez faire. Ces ressources peuvent être un salaire, ça peut être des partenaires, ça peut être des ressources intellectuelles, ça peut être un Fab Lab, ça peut être des solutions techniques, ça peut être plein de choses. Mais comment est-ce que vous apprenez à répondre à ces 4 questions? De quoi le monde a besoin? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Où sont les ressources que je peux trouver pour faire ce que j'ai besoin de faire? Si vous savez trouver une intersection positive entre ces 4 cercles, d'après les Japonais, vous allez trouver du sens à vos apprentissages et à vos vies. Et donc ce sens, ça me paraît clé, parce qu'il y a une crise de sens chez les jeunes et chez les salariés aujourd'hui. Et la recherche, il y a assez peu de recherche sur ces sujets, mais le peu de recherche qu'il y a nous dit 3 choses. Si vous voulez trouver du sens dans ce que vous faites, faites quelque chose de créatif. Donc là, on va pouvoir se retrouver. Si vous voulez trouver du sens, faites des choses en collectif. Là aussi, je pense qu'on peut se retrouver. Et la troisième chose, c'est faites quelque chose qui ne soit pas uniquement dans votre intérêt et celui de votre petite communauté, mais celui qui est l'intérêt général et l'intérêt des nouvelles générations. Et donc, c'est là où je pense qu'on a le plus besoin de se questionner. C'est comment est-ce qu'on apporte ça. C'est un guide éthique du questionnement, en fait, avec cette quête de sens, au fond. Exactement. Et ça, c'est la tradition japonaise, mais on pourrait prendre la tradition socratique ou la tradition d'Ubuntu en Afrique du Sud. Je vous relance pas. Valérie, je me permets simplement, parce qu'effectivement, j'étais sans doute pas très claire sur l'exemple des réseaux sociaux. Et pourquoi j'ai choisi les réseaux sociaux, le métaverse? Parce qu'effectivement, de plus en plus aujourd'hui, la vie de tout un chacun a un pendant virtuel. D'accord, on a notre vie réelle et on a notre vie virtuelle. Et de plus en plus, effectivement, il y a des acteurs qui se positionnent sur ces mondes virtuels, effectivement, et c'est pour ça que j'ai utilisé Meta sur le métaverse pour en faire un point d'attention. Parce que, en tout cas, il y a une question à laquelle moi j'aimerais qu'on réponde tous collectivement dans les années à venir, c'est que les mondes virtuels n'ont de valeur que s'ils contribuent à améliorer le monde réel. Et ça, c'est un positionnement fort que nous devons avoir sur les univers virtuels. Et donc, effectivement, si nous, ce point d'entrée de cette émergence de l'ensemble des univers virtuels, il n'y a pas que Meta qui s'occupe du sujet métaverse, c'est la virtualisation en général, n'a pas d'ancrage dans le monde réel et un but d'amélioration du monde réel, alors ils sont inutiles. Fabrice Bardèche, vous avez déjà en partie répondu aux questions posées, mais tout ce qui vient d'être dit suscite sûrement une réflexion chez vous. C'est vrai, la question c'est que pour répondre à cette recherche de la meilleure approche de formation possible en fonction de ce qu'on est, et notamment des 4 cercles, ça ne donne pas pour autant un mode d'emploi pour y répondre, ça donne des directions de réflexion, ça donne des directions de questionnement, mais les questionnements restent extrêmement puissants et à un âge encore plus, moi si celui sur lequel je travaille c'est quand même plutôt des jeunes qui ont autour de 18 ans, c'est un âge où ces questions ont tendance à tourner en boucle. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à les résoudre avec soi-même, avec sa famille, peut-être parfois encore moins, et on a besoin de pouvoir adresser ces questions, peut-être avec des expériences pré-engagement de formation qui permettent de toucher à différents secteurs et de voir si en touchant à ces secteurs de façon expérimentale, on est véritablement intéressé, véritablement passionné, ou ce sont des secteurs qu'on doit abandonner. Je crois beaucoup à l'expérience dans ces premières années et au côté très pratique des choses, si on doit découvrir un secteur. Pour revenir sur le métavers, je trouve personnellement que c'est une technique
très intéressante en tant que technique. C'est pas encore au point, loin de là, parce que ça pose beaucoup de problèmes. Et de surcroît, ça pose beaucoup de problèmes économiques de type de celui de poser la question de savoir qui détient le métavers. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une première question, c'est le monopole. Qui le détient? Et tant qu'on n'a pas résolu ces questions, je ne suis pas sûr que ce soit promis à un grand avenir. Bon, mais par exemple, est-ce que vous, dans les écoles de votre groupe, vous allez utiliser, ou vous avez en projet utiliser des dimensions virtuelles, pas uniquement numériques, parce que numérique, j'imagine que vous le faites déjà, mais un monde virtuel en quelque sorte dans lequel s'exprime. Ce pourquoi on s'intéresse d'ailleurs de très près au métavers. Mais justement parce qu'aujourd'hui, il y a des défauts de l'apprentissage distant tel qu'on l'a connu, c'est qu'il n'est pas satisfaisant du tout dans la réalité. C'est-à-dire que quand des jeunes sont à distance, ils résolvent leurs problèmes d'accès aux professeurs, d'accès aux camarades. Ils ne résolvent pas les questions de concentration sur l'objet, d'attractivité, d'intérêt dans la durée sur la problématique qu'on est en train de rechercher. Et je pense que là-dessus, les techniques immersives qui sont liées au métavers, et notamment à la réalité virtuelle, sont de nature à davantage emmener le jeune dans la question qu'il est en train de traiter et dans l'univers qu'il est en train d'aborder, en le détachant de l'univers de sa chambre, de sa télé, de son téléphone portable, de tout ce qui fait sa vie au quotidien, et qui, lorsqu'il est chez lui, à distance pour suivre un enseignement, pollue sa capacité à la concentration. J'en profite pour faire une petite communication des univers immersifs. Vous en avez ici à la Cité de la Réussite. Vous allez pouvoir visiter les jardins suspendus de Babylone à la sortie du Grand Amphi, ou même le Colisée en virtuel. Donc c'est pas Facebook qui a inventé les mondes virtuels, c'est beaucoup d'entreprises il y a quasiment 40 ans. Donc, non, bien entendu, mais il y a une question là qui s'est posée, éthique fondamentale à tout le monde, c'est celle du monopole ou non de ce monde parallèle. Alors, il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'il y aurait 2 questions venant de la salle? Monsieur, ici au fond. Et alors, pour respecter l'exigence de parité de François Tadei, ce sera une dame, une jeune femme, peu importe, je ne sais pas comment qualifier, mais ce sera vous, mademoiselle, si vous voulez bien, voilà, par exemple. Alors, monsieur, je vous en prie, et mademoiselle ici ensuite, et ce sera fini pour les questions, avec mes excuses, mais il faut rendre à l'heure. Monsieur, je vous en prie. Alors, merci beaucoup pour les interventions. En vous écoutant, je me suis posé 2 questions. Dans les différentes communautés dans lesquelles vous intervenez, à quelles conditions une question est considérée comme légitime? Et une deuxième question, c'est qu'est-ce qui se joue à travers le questionnement pour vous? Voilà. Ouais. Pour moi, c'est un homme, une femme, par exemple. Vous voyez là maintenant. Alors, allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Par rapport aux enjeux, les avantages et les inconvénients du numérique dans l'enseignement et dans l'éducation, est-ce qu'à votre avis, il faut continuer de le développer, ou est-ce qu'il faudrait venir à des mesures qui viennent à le limiter, voire à le supprimer? Et les écrans, par exemple, est-ce qu'on doit supprimer les écrans pour les enfants? Voilà. Oui. Alors, la légitimité des questions, on relance le débat d'une certaine manière, et la question de l'usage du numérique dès le plus bas âge. Alors, Valérie Ferret, je vous en prie. Alors, je pense qu'il faut impérativement qu'il y ait une mobilisation d'une communauté qui permette de comprendre les bons usages du numérique pour l'enseignement. Et effectivement, l'apprentissage par projet, l'accessibilité aujourd'hui, elle est permise par certains outils numériques. Le harcèlement, il est permis par certains outils numériques. Donc je pense que ce n'est pas ou tout pour ou tout contre. Il faut impérativement qu'il y ait un accompagnement des professeurs, un accompagnement des institutions sur les bons usages du numérique. Mais quand des neuropédiatres ou des pédopsychiatres disent rien jusqu'à 6 ans, par exemple. Alors, moi, je ne suis pas pédopsychiatre, donc j'ai pas fait, donc c'est pas moi qui vais venir les questionner. Je vais pas venir les contredire. Et effectivement, moi, mon positionnement, nous, c'est plutôt sur des adolescents qui permettent de collaborer sur des outils numériques pour pouvoir concevoir des choses et des innovations. Mais
En l'occurrence, c'est ça l'inquiétude, c'est de dire, alors qu'il va y avoir énormément le positionnement, pourquoi je l'ai pris, parce que je savais que c'est les buzzwords, après ça permet de fédérer un ensemble de questions. Métaverse pour l'éducation, c'est l'un des partis pris du métaverse, c'est pour l'éducation. Ce qui risque de se produire, c'est un rejet en bloc en disant c'est Facebook, et vous aurez raison. Ils vont identifier les données de nos enfants. Donc oui, le rejet en bloc à ce niveau-là. Mais après, c'est pas rejet en bloc du tout numérique. Les technologies qui permettent à des enfants d'apprendre à imaginer le futur, d'apprendre à concevoir le futur, encadré par un professeur dans le collectif. Si on rejette ça aujourd'hui, on rejette tout simplement la possibilité de former nos enfants à l'innovation. Stéphanie Latombe, vous avez des choses à dire là-dessus, sur ces deux questions, le numérique et la légitimité des questions? Oui, je dirais plutôt sur le sujet de la légitimité. Je pense que ce qui fait beaucoup de mal dans nos organisations aujourd'hui, c'est la posture au travail. Quand on attend d'une personne, quand elle est dans un rôle, en fait, elle joue un rôle professionnel. Et parfois, c'est difficile de se dépolluer de ça. Donc, sur le sujet de la légitimité, bien sûr, il faut que toutes les questions soient possibles. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui scande ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Mais pour ça, il faut encore se dépolluer de du propre rôle qu'on essaye de jouer dans toutes les organisations Donc en fait, ce que vous dites, ça inverse la question, c'est en fait, on se pose la question soi-même, est-ce que je suis légitime à poser une question, y compris dérangeante, quoi. Exactement. Et ça, il faut l'interroger. Exactement. Et ça, il faut absolument lever ces obstacles-là. Pour moi, c'est vraiment ce sujet de la posture qui vient beaucoup polluer les relations interpersonnelles au sein des organisations et qui vient souvent empêcher le questionnement individuel parce que ça crée une espèce de frontière, de barrière en fait, entre les individus. Fabrice Bardèche, sur la légitimité, sur les écrans, vous avez répondu déjà. Oui, je dirais par nature, toute question est légitime. Quand je parlais du côté pervers qu'il pourrait y avoir dans certaines questions, c'est un combat intentionnel. Et donc c'est de ça qu'il faut se méfier. Mais par nature, toute question est légitime. C'est même la nécessité de la question, elle est là pour faire avancer la société. On ne fait pas avancer une société. Il n'y a pas de liberté dans la société sans liberté de poser des questions. Donc là-dessus, je crois que la réponse est extrêmement nette. Quant au côté addictif des écrans quand vous prenez une voiture, vous apprenez à conduire une voiture. La voiture, c'est une merveilleuse machine à se déplacer, c'est une excellente machine à tuer. Ça s'apprend. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'apprend pas assez, étant donné la puissance qu'ont pris les outils numériques, peut-être qu'on n'apprend pas assez le contour, on n'encadre pas assez cet apprentissage. On en fait une pratique avec toutes les dérives, sans éduquer les jeunes sur les risques des excès et les dérives qui peuvent s'en suivre. Il y a un personnage ici aujourd'hui à la Cité qui le dit souvent, j'ai eu à discuter avec elle même en colloque sur ce sujet, c'est Aurélie Jean, qui dit clairement on doit accompagner absolument dès le plus jeune âge à l'apprentissage de l'écran. Alors sur ces aspects, quelle est votre réponse à vous, François Tadei? Alors, sur l'aspect numérique et petite enfance, il y a un MOOC sur le sujet qui a gagné le prix du meilleur MOOC, qui a été fait par des étudiants qu'on a accompagnés, qui ont créé ce qu'ils ont appelé Premier Cri. Parce que nous, on s'appelait Cri avant. Et donc, je vous conseille ce MOOC-là qui vous donnera un certain nombre de réponses. Par exemple, on peut penser... donc, il redit ce que disent les pédopsychiatres sur le fait qu'il faut éviter les écrans trop tôt. Mais par exemple, on peut inventer du numérique sans écran. C'est-à-dire ? Vous prenez les objets connectés et vous pouvez empiler des cubes connectés et ils peuvent faire une petite musique si vous avez réussi à faire quelque chose. Vous pouvez gratter des surfaces et entendre des sons. Enfin, il peut y avoir plein de choses. On peut faire des explorations augmentées. Donc ça, je pense que c'est un point intéressant. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de réflexion éthique. Encore une fois, quand je disais pour qui tout à l'heure, c'est pour le bénéfice de qui ? Est-ce que c'est pour le bénéfice de l'entreprise ou celui des enfants, celui de la société? Voilà, on peut à chaque fois se poser ces questions. Mais je pense qu'il faut vraiment faire très attention. On sait qu'il y a plein de... Et je pense qu'il faut aussi réfléchir non seulement à se former, à comprendre comment fonctionnent les machines, mais aussi comment fonctionnent nos cerveaux et plus généralement nos corps. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on devient obèse? Parce qu'avant-hier, dans notre environnement commun, il y avait peu de choses à manger, en particulier de gras, de sucré, de salé. Aujourd'hui, quand on en trouve,
on en mange trop. C'est la même chose. Il y avait peu de choses qui excitaient nos sens et notre acuité visuelle qui bougeaient. Aujourd'hui, on a des écrans qui bougent. Et donc, tout de suite, ça attire notre regard. Parce que hier, ça aurait pu être un serpent qui vous attaque ou je ne sais quoi. Et donc, il fallait être capable d'avoir l'attention captée par ce qui bouge. Et donc, si vous comprenez comment fonctionne votre corps, votre cerveau et votre biologie, et vous comprenez comment fonctionnent les machines, et vous comprenez comment fonctionne l'interface. On a des boîtes noires que sont ces machines, mais que sont aussi notre fonctionnement. Et donc je pense qu'il est très important de comprendre les deux pour à la fois optimiser notre relation à ces machines, ne serait-ce que quand ne pas les utiliser, mais aussi quand les utiliser à bon escient. Donc ça, je pense que c'est un point important. Sur la question d'autorité et de légitimité du questionnement. La différence entre la folie et le génie, il y a un certain nombre de gens qui disent que c'est la reconnaissance sociale. Donc est-ce que votre question est folle ou est-ce qu'elle est géniale? Ça dépend en partie de savoir s'il y a d'autres gens qui pensent que c'est une bonne question. Einstein, quand il a commencé, il y a plein de gens qui le prenaient pour un fou. Et puis il y a quelques physiciens qui ont fini par comprendre ce qu'il faisait et aujourd'hui il est considéré comme un génie absolu. Donc cette capacité à questionner, je pense qu'elle dépend systématiquement des contextes. Et pour répondre en partie à une des bonnes questions de tout à l'heure, c'est trouver, si vous avez un questionnement, trouver quelques pairs, quelques homologues qui ont le même type de questionnement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir creuser ce questionnement et vous allez pouvoir essayer de trouver des réponses. Peut-être qu'elles existent déjà, auquel cas tant mieux. Peut-être qu'elles n'existent pas encore, mais à ce moment-là, ce que vous devez découvrir et ce que vous devez apprendre, c'est quelles sont les meilleures méthodes pour apporter une réponse à votre bonne question. Et ça s'apprend aussi. Parce qu'on n'est pas les premiers à se poser des questions, on n'est pas le premier à avoir besoin de méthodes scientifiques au pluriel. Parce qu'il n'y a pas la méthode scientifique, chaque discipline a développé ses méthodes. Et aujourd'hui, on a peut-être besoin de nouvelles méthodes pour de nouveaux types de questionnements. Par exemple, pour comprendre la complexité des enjeux, l'ensemble des interdépendances planétaires dans lesquelles on est confronté. Et typiquement, la plupart des disciplines qui sont réductrices ne vont pas vous aider à répondre à cette bonne question de l'interdépendance. Donc on a besoin de co-créer des environnements dans lesquels on va pouvoir trouver ce genre d'éléments et trouver des pairs. Et c'est là où le numérique et l'IA peut être très utile. Pour trouver son ikigai, est-ce qu'on a d'autres personnes qui sont dans la même quête? Pour trouver la réponse à son questionnement, est-ce qu'on a d'autres personnes qui sont dans le même questionnement? Pour trouver son rêve, pour faire de sa vie un rêve et de son rêve une réalité, comme le disait Pierre Curie, il faut trouver des gens qui ont le même rêve que vous et avec lesquels vous allez pouvoir co-construire votre avenir ensemble. Si vous permettez une dernière question à tous, en vous demandant de bien vouloir répondre court, puisqu'on est arrivé au bout. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de ce moment, de cet entretien? Une phrase de conclusion. Qu'est-ce que vous diriez en conclusion? C'est ma question. François Tadei. Moi, je pense qu'on peut construire des GPS des rêves et des GPS du questionnement et trouver d'autres qui partagent les mêmes questionnements, les mêmes rêves pour essayer de les co-construire ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut aussi répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure qui est comment est-ce qu'on dépasse nos angoisses? On dépasse nos angoisses. Depuis les stoïques, on le sait. Si vous êtes face à une angoisse, est-ce que vous pouvez trouver les ressources pour changer ce que vous ne pouvez pas changer, la sérénité pour accepter ce que vous ne pouvez pas changer et la sagesse pour les distinguer? Et en fait, la capacité à trouver des ressources dépend de votre capacité à ne pas être seul face à des questions qui vous dépassent. Donc apprenez à créer des collectifs et créer des collectifs de questionnement et de rêves pour arriver à co-construire le monde de demain. Merci Stéphanie Latombe. Oui, ce que j'entends là, c'est effectivement que ça fonctionne bien si on est dans un environnement bienveillant et qu'on a plaisir et l'élan de construire ensemble. Donc c'est quand même un message extrêmement positif et que les organisations doivent systématiquement avoir ça en tête dans leur construction et dans leur évolution aujourd'hui. Fabrice Bardèche, votre idée de conclusion? Je dirais qu'on devrait se lever le matin en se demandant comment demain sera meilleur qu'hier. Une question. Valérie Ferret. Alors, des questions et j'aimerais des réponses collectives. Une question fondamentale, pourquoi? Pour le développement durable, on doit tous se mobiliser. Quoi? L'innovation. Il faut que nous innovions massivement. Comment? Oui, par le numérique et surtout, tous ensemble. Vous savez que les 5 W, c'est le premier truc qu'on apprend en journalisme, c'est les 5 W, les 5 questions. Je voudrais qu'on remercie les 4 orateurs, s'il vous plaît.